Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com, émission web radio numéro 29 aujourd'hui. On parle de l'article 1074.2 du Code civil du Québec. Sujet extrêmement important. On en a parlé souvent dernièrement, mais il faut revenir là-dessus parce que, visiblement, l'explication n'est pas aisée, n'est pas facile. La compréhension est difficile. Les gens doivent comprendre ce que c'est l'article 1074.2 du Code civil du Québec, mais aussi ils doivent comprendre tout ce qui vient avec ça, c'est-à-dire l'adoption du projet de loi 141. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va revenir notamment aussi sur l'unité de référence parce que veut pas, c'est intimement lié. Sans être lié, ça l'est parce qu'on parle d'assurance. On parle d'assurance en copropriété divise et quand on dit assurance en copropriété divise, croyez-moi, l'affaire n'est pas simple. L'affaire n'est pas ketchup, loin de là. Mon invité pour en parler aujourd'hui, Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, M. Sallier. Heureux de vous retrouver ce soir. Il y avait un moment que vous étiez venu. Vous êtes quand même sur la liste des favoris de cette web radio qui est présentée par condolégal.com. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même vous dire que vous pouvez, non pas aller ici, mais vous pouvez aller sur le site de condolégal.com. Alors, si je vais sur le site ici, plutôt que de défiler le code civil du site condolégal.com, on y retourne. Vous allez sur le site condolégal.com et vous allez trouver une foule de fiches pratiques dans des onglets qui s'appellent syndicats, fiches pratiques, gestion, assurance. Tiens, justement, assurance, parlons-en. Fiches pratiques sur les assurances. Vous allez trouver là-dedans l'ABC de l'assurance en copropriété, l'assurance du syndicat, l'assurance des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, fonds d'auto-assurance, dont on va également parler ce soir parce que l'entrée en vigueur, c'est dans 3 ans, mais Jolicoeur va nous le préciser davantage lorsqu'il prendra la parole dans quelques instants. Alors, fonds d'auto-assurance, fiches pratiques, et je vous invite également sur la page d'accueil à aller visionner notre superbe vidéo qui traite du 50e anniversaire de la copropriété divise au Québec, une vidéo de 15 minutes qui explique les faits saillants, les moments marquants depuis novembre 1969 à date d'entrée de la première loi, la première législation sur la copropriété divise au Québec. Cela dit, l'article 1074.2, pour y revenir, là, du Code civil du Québec, a été modifié en décembre 2018, c'est-à-dire en décembre 2018. Le nouvel article 1074.2 du Code civil du Québec est entré en vigueur, mais il a fait l'objet donc d'une réécriture partielle, si on peut le dire ainsi. Malheureusement, l'interprétation qu'en ont fait les assureurs était à des années-lumière des intentions du législateur. Je ne suis pas avocat, je le précise d'emblée, mais Jolicoeur saura me corriger lorsqu'il prendra la parole, saura me corriger si je me suis trompé. Je ne fais qu'un bref survol pour mettre les internautes en contexte. Et je vous invite également, je vous le dis tout de suite, vous pouvez poser vos questions à notre invité, Maître Jolicoeur, qui se fera plaisir de répondre. Évidemment, les questions doivent être en lien avec le sujet traité. Donc, les résultats de cet article 1074.2 ont fait en sorte que lorsqu'un sinistre survient dans un condo, l'assureur du copropriétaire concerné paie la franchise du syndicat à la condition que le syndicat puisse faire la preuve que le sinistre a été causé par la faute de son client. L'article 1074.2 se lit comme suit. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable, là on parle de droit, c'est un peu aride, mais enfin, ne peuvent être recouvrés des copropriétaires autrement que leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages et intérêts qu'il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. Et c'est là où je veux en venir, notamment par sa faute, dans un éditorial que M. Jolicoeur a rédigé dans le magazine Condo Liaison. On parle notamment d'un ancien terme employé qui était responsabilité, et là, on utilise le mot faute. Donc, autrement dit, ce qu'on se trouve à faire aujourd'hui, c'est inverser le fardeau de la preuve. Donc, ce ne sont plus les copropriétaires
Les syndicats, avant, n'avaient pas à faire la preuve que leur copropriétaire était responsable d'un sinistre. L'assureur du copropriétaire payait la franchise du syndicat. Maintenant, le fardeau de la preuve est inversé. On dit, M. Julker le dit lui-même, les termes par sa faute donnent lieu à un concours de sémantique duquel les syndicats de copropriétaires en ressortent perdants bien souvent. Autrement dit, la compréhension qu'en font certains assureurs, c'est qu'il faut qu'un copropriétaire ait personnellement commis une faute afin que le syndicat puisse être indemnisé pour les sommes qu'il a déboursées. Ces assureurs estiment que l'expression causée par sa faute est plus restrictive qu'être tenu responsable. Cette lecture exclut la responsabilité légale ou contractuelle. Donc, en faire la preuve que le copropriétaire est responsable et fautif d'un sinistre, souvent, ça oblige les syndicats à intenter des procédures judiciaires pour obtenir donc le paiement de la franchise. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'administrateurs de copropriété qui sont bénévoles, qui ne sont pas appuyés par des gestionnaires dans leurs tâches. Ils n'iront pas nécessairement à la Cour du Québec, division des petites créances, s'il s'agit d'une franchise de 10 000, de 5 000, 8 000, 10 000. Et bien, malheureusement, ça se trouve être le syndicat qui paie pour les dommages. Alors, M. Julker, rebonsoir. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions à M. Julker à propos de l'article 1074.2 du Code civil du Québec. Mais avant toute chose, M. Julker, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'article 1074.2, j'aimerais qu'on revienne sur l'adoption du projet de loi 141, notamment sur l'obligation de produire une unité de référence et de créer un fonds d'auto-assurance. Mais dans un premier temps, M. Julker, pourquoi l'adoption du projet de loi 141? Bonsoir, M. Sallier. Écoutez, quoi dire après cet exposé de haute qualité de votre part qui résume, somme toute, relativement bien. Je vais quand même reprendre l'exposé parce que pour les citoyens québécois, les copropriétaires québécois, nos administrateurs bénévoles en copropriété, c'est loin d'être évident ce régime d'assurance. Et si vous me permettez, M. Sallier, je vais remettre un peu les choses en perspective parce qu'il faut comprendre le sens des lois pour les mettre en œuvre. En 1994, le législateur québécois a réformé notre Code civil du Québec, grand ménage du Code civil du Québec. Et compte tenu que le droit de la copropriété était partie prenante au Code civil du Québec, on a réformé le droit de la copropriété. 1994, c'est une année charnière pour nous comme civilistes. On passait du Code civil du Bas-Canada au Code civil du Québec. On tombait dans une ère de modernité. Donc, effectivement, on a rafraîchi les dispositions relatives à la copropriété divise en créant, dans un premier temps, une personne morale. On a personnifié la copropriété divise par l'entremise d'un syndicat de copropriétaires. Alors, avant 1994, on parlait d'association de copropriétaires. C'était plus ou moins clair. Là, en 1994, on dit on a une personne morale en matière de copropriété divise et cette personne morale elle a comme principale mission d'assurer la conservation de l'immeuble. C'est ce qu'on lui a dit en 1039 est très clair. Dans cette obligation d'assurer la conservation de l'immeuble, on a imbriqué l'obligation d'assurer la totalité du bâtiment. Parce que si on dit au syndicat, vous assurez la conservation de l'immeuble, bien, si jamais il y a un sinistre, il faut avoir, dans le fond, la capacité économique de le reconstruire. Et le syndicat s'est vu, dans le fond, mandaté pour assurer l'entièreté du bâtiment, les parties communes et les parties privatives. Alors, dans ce sens-là, l'assurance du copropriétaire était une assurance qui était beaucoup plus secondaire parce que, vous l'avez mentionné, les copropriétaires, depuis 1994, sont tenus, doivent assurer les améliorations qui ont été apportées à leur partie privative. Les années ont passé, les dysfonctionnements en matière de copropriété divise ont été constatés. Comme vous savez, M. Sellier de RGCQ était, dans le fond, l'organisme phare qui a milité sur cette réforme du Code civil du Québec. Moi, j'ai participé, mais pas juste moi, il y a M. Gagnon, il y a M. Papineau, aux grands travaux préparatoires de la réforme du Code civil du Québec qui ont amené, somme toute, les libéraux à déposer un projet de loi qui venait à réformer le droit de la copropriété. Il y a eu Mme Lise Thériault, qui était une ministre responsable des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a déposé le projet de loi 401, et son collègue, le ministre Lactao, est venu, lui, déposer un projet de loi visant à réformer le droit des assurances. Il y en a qui vont me dire, bien, pourquoi on n'a pas déposé une seule loi?
Ben, depuis un peu toujours, tout ce qui est en matière d'assurance relève du ministère des Finances. Tout ce qui est relatif à l'habitation au Code civil, ça relève généralement de la ministre responsable de la Justice. Mais cette fois-ci, M. Couillard avait mandaté Mme Thériault à venir réformer notre droit de la propriété. Donc, le législatif de la fin des travaux engagés à l'Assemblée nationale par les libéraux, 2 projets de loi ont été déposés. Le projet de loi 401 par la ministre Thériault et le projet de loi 141 déposé par son collègue des Finances, le ministre Laïtao. Ça, c'est un peu, je pense que c'est important là, de bien comprendre la dynamique. Alors, Mme Thériault a eu le courage, comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de déposer un projet de loi tout en sachant que, politiquement parlant, puis dans l'agenda des travaux parlementaires, son projet de loi avait peu de chances d'être adopté. On est en fin de session, c'est juste avant les élections. Cependant, on a propulsé du côté de M. Laïtao les travaux parlementaires en matière d'assurance parce qu'il faut juste savoir que ces projets de loi, M. Cellier, sont des projets de loi omnibus. Quand on parle de 141, on ne parle pas juste de copropriété. C'est un des éléments qui vient motiver divers lois. Alors, c'est un peu comme une course. 401 est mort au feuilleton. 141 a été voté par les parlementaires de l'Assemblée nationale juste avant le déclenchement des élections. Donc, on met la toile de fond. Pourquoi 141? Pourquoi cette législation? Vous savez, M. Cellier, vous avez fait un article dans le Conduit de liaison qui est un article de haute qualité, justement sur le dysfonctionnement de l'assurance en matière de copropriété divise. Je ne vous rappellerai pas parce que vous le savez, mais c'est pour nos éditeurs ce soir. Il était longtemps où lorsque vous étiez, vous, comme propriétaire victime de dégâts d'eau de votre voisin du haut, ben, dans l'industrie d'assurance, on vous demandait, M. Cellier, de payer la franchise d'assurance quand le syndicat, lorsqu'on réclamait en dessous de la franchise d'assurance du syndicat. Un autre mot, un beau samedi matin, votre voisin du haut laissait couler son bain, ça débordait. Petit dégât d'eau, 4-5 000 $, ça coulait chez vous. Puis là, vous appeliez votre assureur, puis l'assureur dit, ben, vous savez, M. Cellier, vous avez une franchise de 1 000 $, vous allez devoir la payer pour qu'on vienne réparer chez vous. Puis là, vous disiez, ben, pourquoi je serais payé? C'est mon voisin du haut qui est responsable du sinistre. Puis là, il y avait une loi non écrite, une affaire qui n'avait aucun sens, la politique du BAC, une convention du Bureau d'assurance Canada, qui était suivie comme une règle de droit et qui faisait en sorte que les experts en sinistre disaient bêtement, M. Cellier, vous avez à payer une franchise de 1 000 $, 2 000 $ sur votre assurance réputation, le syndicat ne paye pas. Puis là, j'étais révolté. Puis nous, comme organisme de défense des droits de la propriété, on a levé un mémoire, on a réellement marqué le pas auprès du gouvernement de M. Couillard en disant ça n'a aucun sens comment c'est mal géré, mal administré. Et le gouvernement du Québec a voulu justement mettre fin à ce système bancal chez les assureurs de faire payer à des victimes des dommages. Alors ça, c'est la toile de fond. On veut corriger une situation inéquitable de faire payer à des gens qui n'ont aucune responsabilité dans un sinistre la franchise d'assurance. Bon, alors finalement, ben, il y a des légistes à Québec qui ont commencé à rédiger une loi, qui est le projet de loi 140. Créer un régime de loi assez étonnant, loin de nos attentes, qui est venu, dans le fond, créer un régime de loi où on a, en apparence, dans le texte législatif, déresponsabiliser les copropriétaires. Et ce n'est pas du tout ce qu'on avait demandé au niveau du RGCQ. Et 1074.2, dans la première mouture présentée par M. le ministre Laïtao, faisait en sorte que si on n'était pas en mesure de prouver une faute directe du copropriétaire, nous, comme syndicat, les assureurs en responsabilité civile disaient « Ah, vous savez, nous, là, notre assuré n'a commis aucune faute. » On leur dit à un instant, là, c'est le chauffe-eau de votre assuré. Oui, mais le chauffe-eau, il a coulé, mais c'est quand même pas de sa faute. Alors, on est tombé dans une dynamique totalement insignifiante, de se faire dire par les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires, bien là, nous, on ne paye pas parce que notre assuré, M. Cellier, son chauffe-eau a coulé, c'est quand même pas de sa faute.
je veux juste vous rapporter une histoire hors du commun. Le projet de loi est entré en vigueur en décembre 2018 Ouais. et un dossier m'a été rapporté à l'île des Sœurs. On a eu un locataire, un locataire en pleine tempête de neige ouvre la porte patio de son logement, puis il décide de quitter le logement. On s'est ramassé 3 pieds de neige dans le logement. Les tuyaux ont éclaté. Puis, nous, le syndicat, on s'est ramassé avec un dégât d'eau de près de 50 000 pièces. Puis, malheureusement, la franchise d'assurance était de 50 000 $. Alors, évidemment, on a dit au copropriétaire, appelle ton assureur, parce que ton locataire, par sa négligence, vient de créer des dommages colossaux. On s'est fait répondre par l'assureur du copropriétaire, ah ben, écoutez, ce n'est pas notre assuré qui a commis la faute, c'est son locataire. Donc, il n'est pas responsable. Écoutez, ça a donné comme résultat, M. Sellier, que des gens ont payé pour une négligence d'un locataire. Pourquoi les voisins auraient payé pour la négligence d'un locataire? Le locataire n'était pas couvert? Le locataire n'était pas couvert? Le locataire n'était pas couvert parce que, juste vous rappeler qu'on n'a pas eu le courage au Québec de forcer au Québec, contrairement à la France, l'obligation d'assurance chez le locataire. Ouais. Puis le locataire, lui, a disparu. Okay. Alors, juste pour vous montrer l'incongruité, et ils se sont passés le mot, les assureurs. Donc, ce que les assureurs payaient autrefois, n'ont cessé de payer en y voyant dans le texte de M. Laitao une faille, une façon légale de ne pas payer. Alors, évidemment, au niveau du RGSQ, on a eu des appels, des quantités d'appels, les gestionnaires disant, écoutez, on est en train de saigner à blanc les fonds de la Coité pour justement réparer des appartements qui, en temps normal, auraient dû, dans le fond, on aurait dû obtenir l'indemnisation de l'assureur du Coité. Petite histoire, M. Sellier. J'ai assisté, vous le savez très bien, à tous les travaux des parlementaires de l'Assemblée nationale sur le projet de loi 16. J'étais sur le plancher de l'Assemblée nationale pendant la réforme législative. J'ai participé par des mémoires du barreau et par des mémoires du RGSQ. Pas juste moi, il y a eu des gens comme Maître Papineau, comme Christine Gagnon. On est un groupe de juristes spécialisés. On était, dans le fond, la cheville ouvrière de cette réforme législative. Alors, je suis en pleine commission parlementaire et on a attiré l'attention de Mme Thériault, de Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, sur ce dysfonctionnement. Alors, un jour, en pleine étude des travaux parlementaires, Mme Thériault s'est levée sur l'étude du projet de loi 16, c'est en passant, pour dire, écoutez, les citoyens me rapportent, Mme Laforêt, que les assureurs ont arrêté de payer, qu'on est en train de saigner à blanc des copropriétés par, dans le fond, peut-être une faille. Je vous dis, Mme Laforêt, comme mon collègue, j'y ai parlé, M. Laitao, ça n'a jamais été l'intention du gouvernement précédent de déresponsabiliser les quotitaires. Il faut voir à corriger cette situation. Alors, Mme Laforêt, en pleine Assemblée nationale, dit, écoutez, on le sait, on est conscient, les citoyens nous sont sensibilisés. Ces deux femmes d'honneur, ces deux femmes qui se sont engagées sur la Coité d'Ibise, on dit, ça n'a pas de bon sens. Et comme de fait, Mme Laforêt a tenu parole, comme elle a tenu parole pour bien d'autres choses aussi, et il y a eu effectivement une modification apportée au projet de loi 141 pour, dans le fond, combler cette faille, si je peux employer cette faille juridique, pour faire en sorte de responsabiliser les copropriétaires à l'égard des biens pour lesquels ils ont la garde, que ce soit un chauffe-eau, etc. Est-ce que le texte législatif de M. Sellier est satisfaisant, moi, comme avocat, comme spécialiste en droit de la côté? Peut-être pas. Il n'est peut-être pas parfait, mais on revient quand même à l'esprit, M. Sellier, de responsabiliser nos copropriétaires à l'importance d'assurer le bon état de leur appartement. Ce serait important, M. Jolicoeur, de préciser l'ajout en vert qui change toute la situation, là. Absolument. Alors, merci, M. Sellier, parce qu'effectivement, vous êtes sur la section du site condo légal qui reflète les modifications qui ont été apportées par le projet de loi 141 et le projet de loi 41. Parce que
Voilà. ce qui a été déposé en pleine pandémie par la CAQ, qui a été voté, c'est le projet de loi 41. Alors, ce que vous avez en vert, c'est les ajouts apportés à l'article 10, 74.2. Alors, si vous me permettez, je vais le lire. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné au bien dans lequel celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrés des copropriétaires autrement par leur contribution aux charges communes sous réserve des dommages et intérêts qu'il peut obtenir du propriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. Et ce qui a été ajouté est dans le cas prévu au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'il a sous sa garde. C'est ça qui manquait. C'est ce qui manquait dans la première lecture et c'est ce qui fait toute la différence. C'est exactement. Alors, si vous me permettez, M. Sayed, si j'ai le temps, je vais quand même, pour nos auditeurs ce soir, un peu vulgariser la chose. Oui. Le texte de loi nous dit quoi? Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises. Alors, qu'est-ce que c'est le paiement d'une franchise? C'est la somme que l'assureur ne paye pas suite à un sinistre. Alors, si vous avez un sinistre de 75 000 et qu'il y a une franchise de 50, l'assureur va payer le 25 et l'assuré, c'est-à-dire le syndicat, va payer le 50. Donc, on dit les sommes engagées par le syndicat pour le paiement de la franchise et la réparation du préjudice occasionné au bien dans lequel celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrés des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes. En d'autres mots, ce qu'on dit, c'est que si jamais vous générez, vous comme copropriétaire, un dégât d'eau, ben, où il y a un bris quelconque, on ne pourra jamais vous demander plus, vous comme copropriétaire, que le montant de la franchise d'assurance. Alors, sous réserve, on ne peut pas lui demander, sous réserve des dommages et intérêts qu'il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. Alors, c'est sûr et certain que si vous avez un copropriétaire qui décide, pour une raison ou pour une autre, de couper un tuyau d'eau et que ça inonde partout le bâtiment, bien là, évidemment, il y a une faute directe. Dans le syntaxe de loi, il n'y avait aucun souci. Mais on a rajouté, ça c'est important, et dans le cas prévu au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne. Donc, si vous faites venir un entrepreneur puis qui crée des dommages, on est responsable, ou le fait des biens qu'il a sous sa garde. Un bien qu'il a sous sa garde, exemple qu'on a évidemment assez fréquent, c'est votre chauffe-eau. Hein, c'est votre chauffe-eau qui brise. Alors, il y a une présomption prévue au Code civil du Québec que les biens pour lesquels vous avez la garde, chauffe-eau, etc., vous êtes présumé responsable des dommages occasionnés par ces biens-là. Donc, il y a une présomption de faute en cette matière. Donc, cet article-là a ramené l'équilibre que nous recherchions, nous, comme avocats de syndicat, pour aujourd'hui faire payer, évidemment, les assureurs en responsabilité civile. Donc, ça, c'est la trame de fond de cette disposition. Alors, malheureusement, même après l'adoption par l'Assemblée nationale de cette disposition législative, on a certains assureurs ou experts en sinistre, peut-être frappés par le COVID, qui sait, peut-être frappés par leur ignorance, qui sait, on continue à appliquer l'ancienne mouture en disant il y a un chauffe-eau qui brise, nous, on ne paye pas ça. Alors là, actuellement, il y a un changement d'orientation sur le marché, mais le problème qu'on a, M. Sayed, est très simple, c'est qu'on sait très bien que la majorité de notre communauté québécoise, c'est des petits syndicats de copropriétaires, c'est des gens qui, malheureusement, n'ont pas toujours le savoir requis pour dire à un expert en sinistre, monsieur, madame, vous avez tort. Puis c'est d'ailleurs, c'est ça qui nous anime à condolégal.com, c'est de vulgariser, de vous aider à comprendre ces concepts juridiques. Alors, dans l'article 74.2, M. Julliard, il y a un élément qui parle de la franchise, évidemment, et un auditeur nous a posé la question. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que M. Julliard est avocat émérite en droit de la copropriété depuis plus de 30 ans, qu'il a écrit une douzaine d'ouvrages, on ira voir ça tout à l'heure aux éditions Wilson et Lafleur, une douzaine d'ouvrages sur la copropriété divise, des travaux, qui fait quoi
qui doit décider des travaux entre l'Assemblée de copropriétaires ou le conseil d'administration, les travaux en copropriété, les copropriétaires en difficulté, constat et solutions. Une troisième édition est en route, je pense. Emile Jolicoeur est un des grands artisans de la réforme législative sur la copropriété divise au Québec, comme il l'a dit lui-même tout à l'heure. Il travaille depuis des années. C'est un marathonien de fond, c'est un travailleur de fond qui a travaillé, qui a même, d'ailleurs, au moment lors de la commission parlementaire pour l'adoption du projet de loi 16, et je pense 141 aussi, M. Jolicoeur a agi comme, on va dire, entre guillemets, comme conseiller juridique. Il est derrière il est un des éléments forts derrière toute cette transformation législative qui va prendre un certain temps à se faire ressentir parce qu'évidemment, entre l'adoption des projets de loi 141 et 16 et la mise en pratique, il va s'écouler encore quelques années parce qu'il y a notamment des articles de loi, des dispositions qui entreront éventuellement en vigueur par règlement du gouvernement. Ça, on devrait d'ailleurs faire une émission là-dessus. Il y aurait 1 heure à faire sur pourquoi adopter des dispositions par règlement du gouvernement, mais le propos n'est pas celui-là aujourd'hui. Donc, M. Jolicoeur, il y a un auditeur qui a posé une question très pertinente et qui vous est chère vous-même et pour laquelle vous accordez une grande importance. C'est la franchise raisonnable. L'auditeur se demande si le RGCQ, si vous-même faites des représentations ou en avez fait éventuellement et précédemment pour insister sur la franchise raisonnable en copropriété divise au Québec, parce qu'on sait des fois qu'il y a des syndicats qui paient des franchises qui peuvent atteindre 100 000, 200 000, 300 000. Ça n'a pas de bon sens. Oui, bien d'ailleurs, on pourra peut-être remontrer le texte de loi de 1073 dans quelques instants. Ce que le législateur est venu nous enseigner sur 1073, la nouvelle mouture, qui parle d'assurance, de l'assurance du syndicat, on l'a justement, merci M. Sallier, c'est très intéressant. Cet article-là, c'est en passant, vous allez sur le site Condo Légal, on a les dates d'entrée en vigueur, comme vous le voyez ici. 1073, la nouvelle mouture va entrer en vigueur le 15 avril prochain. Vous avez au-dessus l'article de loi tel qu'il est actuellement rédigé. Si nous allons au 3e paragraphe de l'article 1073, il est mentionné que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des cas sur lesquels une franchise est considérée comme déraisonnable. Donc, le gouvernement ne viendra pas nous dire qu'est-ce qu'est une franchise raisonnable, mais le gouvernement s'est réservé le droit d'adopter un règlement pour nous dire ce qui est déraisonnable. Alors, on a évidemment au niveau du RGCQ, comme vous savez, M. Saillon, on est très actif auprès de Québec, auprès de tous les partis politiques, parce que notre générosité n'est pas de nature partisane. Tous les parlementaires, puis on a pris le temps d'ailleurs, autant de tous les partis politiques, de les sensibiliser à l'importance de cette législation citoyenne. Ici, le gouvernement s'est gardé la possibilité de dire ce qui est une franchise déraisonnable. Nous, dans notre vision de ce qu'est une franchise raisonnable, parce que 1073, si vous lisez la première ligne, on dit à la deuxième phrase, on va commencer par la première, le syndicat d'intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances prévoyant une franchise raisonnable contre les risques usuels, couvrant la totalité de l'immeuble. On nous dit, vous comme syndicat, vous devrez, ça va être obligatoire à partir du 15 avril prochain, avoir une franchise raisonnable. Mais qu'est-ce qu'est une franchise raisonnable? Comment ça se calcule? Alors évidemment, on peut discourir, on peut avoir plusieurs opinions. Le gouvernement s'est donné la possibilité de dire ce qui est déraisonnable, mais pour l'instant, Québec n'a pas réglementé sur le volet de la déraisonnabilité. Alors, moi, je suis d'opinion qu'une franchise raisonnable, on doit l'avoir à peu près au même niveau qu'une franchise d'assurance en matière d'assurance habitation. On a généralement une franchise en matière d'assurance habitation entre 500 ou 1000 $. 1000, c'est des grosses franchises d'assurance en assurance habitation pour les maisons. Alors, je me suis dit, j'ai une tour d'habitation de 100 unités, 100 unités fois 500 $, ça donne 50 000 $. Moi, je pense qu'une franchise d'assurance à 50 000 $ est une franchise d'assurance raisonnable. C'est en fonction du nombre de lots d'une copropriété. En fait, on est dans une optique
de toujours se poser la question, quel est le montant que le citoyen est en mesure de trouver à court échéance pour pouvoir faire face à une réclamation? Ben, c'est la même chose en assurance habitation. Maintenant, le gouvernement du Québec, puis ça, je pense que c'est un sujet que vous vouliez parler ce soir, c'est dire, même si je paie une franchise raisonnable, compte tenu que les risques de sinistralité dans une copropriété sont plus élevés que dans une maison unifamiliale, je vais forcer l'épargne collective. Comme de fait, le gouvernement du Québec va obliger, dans un avenir prochain, de vous bâtir des fonds pour faire face à une réclamation, à être en mesure de payer minimalement une réclamation au niveau de la franchise d'assurance du syndicat. Oui. Alors, en fait, M. Jelka, justement, pour donner suite à ce que vous venez de dire, on va y revenir dans quelques instants, là, la question du fonds d'auto-assurance, mais avant, c'est une auditrice qui nous pose la question et c'est très pertinent d'y revenir. L'article 1074.2, donc, a retrouvé comment dirais-je, l'esprit de la loi d'origine. Donc, l'esprit de la loi d'origine de l'article 1074.2 est revenu. Et on dit que certains assureurs, vous le disiez vous-même tout à l'heure, commence à y avoir un revirement. Certains assureurs recommencent donc à payer, c'est-à-dire les assureurs des copropriétaires recommencent à payer sans égard à la faute, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que c'est vrai, M. Jelka? Oui, bien, effectivement, on a un retour positif de certains assureurs. Évidemment, il y a une question de sensibilisation qu'on a faite chez les assureurs en disant, écoutez, Québec vous a donné tout un marché parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais depuis le 15 octobre dernier, les copropriétaires sont tenus de souscrire une assurance responsabilité. C'est la loi qui les oblige d'ailleurs, M. Sellier, oui. de 2 millions, de 2 millions, tout dépendant de la taille des immeubles. Oui. Alors, si on crée l'obligation pour les copropriétaires d'avoir une assurance responsabilité, là, puis je vous rappelle qu'on a plus de 350 000 unités d'habitation au Québec, on s'entend que c'est tout un marché en assurance. Si on nous oblige, les copropriétaires, à avoir une assurance responsabilité, bien, il me semble que ce serait un peu normal que quand la responsabilité des copropriétaires est en cause, d'avoir un assureur qui paye et non pas un assureur qui empoche les primes sans jamais payer. Le principe de l'assurance, là, c'est un principe simple. Le risque est évalué par des spécialistes en cette matière, des actuaires, chercher l'expression, chercher l'expression actuaire. Un actuaire va être en mesure de dire, pour 100 $ de prêt, ben, l'assureur va payer pour 90 $ puis que l'assureur va se faire une marge de 10. Puis là, je ne suis pas dans l'arithmétique, c'est plus dans une idée d'illustrer. Ben, il faut qu'en quelque part, l'assureur paye. Parce que si les assureurs ne payent pas, croyez-moi, M. Sellier, je me lance dans le domaine de l'assurance, je collecte des primes, je ne paye jamais, je vais être très, très heureux. M. Jelka, un juriste qui a développé une certaine expertise en ce domaine, c'est-à-dire à propos du 1074.2, me disait récemment que les assureurs des copropriétaires qui ne veulent pas payer advenant que le copropriétaire en question est provoqué par sa faute ou non un sinistre, eh bien, si le syndicat intente une procédure judiciaire pour se faire payer, l'assureur habituellement finit par payer. Est-ce que c'est vrai, ça aussi? Ben, écoutez, il y a des politiques commerciales chez les assureurs qui sont toujours à l'effet que des fois, il vaut mieux payer certaines réclamations que de faire des précédents devant les tribunaux. Alors, on est plus dans des politiques commerciales que dans du droit, M. Sellier. Oui. Donc, mais donc, c'est quelque chose que les copropriétaires doivent savoir. Oui, absolument. Hein? Si on a une franchise, quand c'est une franchise de 5-10 000, c'est une chose, mais quand c'est une franchise de 50 000, c'est autre chose. C'est ça. Absolument. Mais Jelka, j'aimerais qu'on parle, parce qu'on parle de l'article 1074.2, mais dans un contexte plus global d'adoption du projet de loi 151, le fonds d'auto-assurance, qui, je crois, devrait entrer d'ici 3 ans, si je ne m'abuse, les syndicats de copropriétaires devront avoir créé le fonds d'auto-assurance à hauteur de la franchise la plus élevée, à l'exception des inondations, si je me rappelle bien, ou des tremblements de terre. C'est bien ça, M. Jelka? Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut prendre un petit 5 minutes pour montrer aux gens comment
travailler avec le site Condo Légal? Parce qu'on parle du fonds d'auto-assurance, on parle des fiches. Puis je vais donner à notre auditoire une façon simple de trouver l'information sur le site Condo Légal. Oui, certes, il y a un moteur de recherche, mais allons donc, M. Sally, si vous me permettez, dans le glossaire. Un glossaire, oui, voilà. Glossaire. Ouais. Et tapons fonds d'auto-assurance. Bon, donc, fonds d'auto-assurance. Bon, voilà, vous l'aviez trouvé, reculez juste en arrière. Je ne regardais plus. Alors là, voilà, on l'a. Il apparaît ici à l'écran. Bon. Alors, vous avez sur le site Condo Légal plus de 1000 définitions dans le domaine du droit de la propriété. C'est bilingue. Alors, vous avez donc une encyclopédie de la copropriété. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des fiches pratiques, des articles liés à chacune des définitions. Alors, si on descend un peu plus bas, vous avez une qui est de nature générale, vous avez une fiche pratique sur le fonds d'auto-assurance qui est ici. Et vous avez toute l'information sur quand les dispositions entrent en vigueur. Vous avez, si vous tapez sur le 15 avril 2022, M. Sally, c'est la date obligatoire, vous cliquez ici, ça vous amène sur le site du gouvernement du Québec qui nous donne le détail précis. Vous avez des milliers divers liens sur le site qui donnent tout le temps le justificatif de ce que nous, on écrit, nous, comme avocats spécialisés dans le domaine de la copropriété, qui est là pour vous aider et qui est là pour confondre Thomas, n'importe qui, parce que justement, il y a toujours la référence. Alors, vous pouvez peut-être fermer l'onglet. Donc, vous avez des fiches pratiques sur le fonds d'auto-assurance, sur la franchise, le budget présent, l'assurance du syndicat. C'est un site qui regorge d'informations avec les dates d'entrée en vigueur. Alors, pourquoi s'en priver? Donc, et pour ceux, évidemment, qui sont plus familiers avec la langue de Molière, si vous touchez, vous tapez juste ici en haut à droite sur English, je peux essayer peut-être leur montrer ici. À quel endroit vous dites? Sur la version anglaise, en dessous de la clé, vous avez tout en anglais. Oui, effectivement. Bon, alors vous avez, ce site-là a été traduit, je vous prie pour cette fiche pratique, tout a été traduit. Alors, des fois, si vous savez, dans vos copropriétaires, des gens de langue qui relèvent de langue de Shakespeare, vous êtes en mesure. Alors, évidemment, si vous allez sur une fiche pratique, si on peut peut-être en prendre une en français, on va rester dans la langue de Molière. Oui, on va aller dans l'onglet Assurance, la fiche pratique. Vous allez, non, restez là, descendez, si vous me permettez, retournons sur la fiche sur le fonds d'auto-assurance. Juste ici, M. Sellier, vous cliquez. Vous avez ici un menu et vous pouvez envoyer par courriel à des amis, à n'importe qui, juste ici à droite, c'est ça exactement. Là, vous allez là-dessus, puis vous avez automatiquement un courriel qui va se générer et qui va vous permettre de transmettre le lien, l'hyperlien à des connaissances, à des copropriétaires. Ce que je dis à l'auditoire ce soir, servez-vous-en. Il y a des milliers d'heures que j'ai consacrées au site Condo Légal. Et sans passage, je remercie beaucoup M. Sellier, compagnie, dans tout ce processus de vulgarisation. Merci M. Sellier, parce que nous, on est des avocats, puis des fois, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus citoyenne. Alors, M. Sellier a toujours été mon maître là-dessus pour justement faire en sorte que les textes soient facilement accessibles pour le citoyen. M. Jelka, je le prends comme un compliment. Merci infiniment. M. Jelka, j'aimerais qu'on revienne à la base, si vous le voulez bien, du simple fait de l'assurance en copropriété qui, même encore aujourd'hui, semble être mal comprise par plusieurs copropriétaires. Puis c'est normal, c'est pas simple. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord expliquer que l'assurance du syndicat comporte 2 volets. Je vous laisse aller là-dessus. Je pense que c'est important. En fait, oui, puis c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, juste pour compléter la chose, l'assurance en matière de copropriété, ça se veut comme des blocs légaux. Dans des blocs légaux, l'un va s'imbriquer dans l'autre. Ouais. Dans l'esprit de cette réforme législative sur l'assurance, le législateur a été très clair. L'assurance du syndicat, c'est une assurance de première ligne. Qu'est-ce que c'est une assurance de première ligne? C'est que s'il y a un sinistre, c'est à l'assurance du syndicat, c'est l'assurance du syndicat qui doit prendre charge du sinistre. Bon, tout le monde sait que la prime d'assurance qui va défrayer le tout va être supportée par le syndicat et par la force des choses, par les copropriétaires.
L'assurance du copropriétaire, c'est une assurance qui se veut complémentaire. Tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance du syndicat devrait en principe être assuré par l'assurance du copropriétaire. Pensons aux améliorations apportées à une partie privative, au bien-être des copropriétaires. Donc, on est dans un régime, le droit à la propriété, où l'assurance se veut, dans le fond, complète, exception faite, évidemment, des franchises d'assurance. Maître Jellicoeur, il y a une autre question de nos internautes qui est très pertinente également. On revient à l'exemple que vous avez illustré tout à l'heure lorsque vous parliez d'une porte patio demeurée ouverte et la neige est entrée dans l'appartement et le locataire n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. La personne demande, avec la nouvelle mouture de l'article, en reprenant l'exemple du locataire non assuré ayant laissé la porte patio ouverte et la neige entrée, est-ce que je comprends que ce locataire est sous la responsabilité du copropriétaire bailleur et que les assurances en responsabilité civile de celui-ci devraient payer? Oui, parce qu'avec la nouvelle écriture, ce qui a été rédigé par Québec, effectivement, on responsabilise. Si vous me permettez, on va le mettre en ligne, M. Sellier, l'article, juste pour qu'on puisse avoir le visuel du tout. Ça va être plus simple pour les gens. Alors, c'était l'article sur, vous dites? 1074.2, toujours. 1074.2 encore, OK, on va aller dans 1074.2. 1074.2. Ben, vous étiez là. Vous étiez tous en bas de la page. Oui, c'est parce que voilà, là, j'ai réussi à l'atteindre. OK, 1074.2. Voilà, donc on va aller 1074.2. Voilà. Nous y sommes. Voulez-vous que je l'agrandisse un peu? Oui, ça serait, je pense, agréable pour notre auditoire. Vous êtes capable de nous le mettre en... Voilà. Donc, juste le descendre un peu, voilà. Alors, on voit très bien ici. Et dans les cas prévus par le présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne. Ah, donc, une autre personne. Donc, effectivement, si une autre personne, que ce soit un occupant de l'immeuble, de votre appartement ou un locataire, bien, vous êtes dorénavant tenu responsable des gestes de vos locataires et des dommages occasionnés, dans le fond, tant aux parties communes qu'aux parties privatives. Mais si le locataire, M. Jellicoeur, n'a pas d'assurance responsabilité civile, l'assurance du copropriétaire ne paiera pas pour le locataire, si j'ai bien compris. Oui, non, mais c'est parce que, quant à moi, la lecture qu'il faut faire ici, c'est que le copropriétaire est responsable de son locataire. OK. Donc, on n'ira pas voir contre le locataire, il est essentiellement contre le copropriétaire en disant, écoutez, vous avez bien un locataire, votre locataire a causé des dommages, donc on vous tient responsable. M. Jellicoeur, une autre question d'un internaute, d'un auditeur. Je pense que c'est important de le préciser que l'assurance du copropriétaire dont le sinistre provient de son unité, l'assureur du copropriétaire serait éventuellement appelé à payer la franchise du syndicat seulement. Parce que l'auditeur nous dit, si j'ai mon chauffe-eau coule et que j'ai créé 50 000 de dommages, est-ce que mon assureur doit payer 50 000? Je pense que la réponse est non. Vous saurez me corriger. C'est plutôt la franchise du syndicat que le syndicat doit payer, non? Exact. C'est toujours limité. 1074.2, c'est toujours limité au montant de la franchise du CELI de 50 000 ouais. L'assureur du copropriétaire serait tenu sous concurrence du 50 000 de payer. Maintenant, il y a une chose qui était très importante, ce qui était quand même prévu avec la réforme législative, c'est la possibilité pour le syndicat de ne pas réclamer. Ouais. Imaginons qu'il y a des dommages pour 52 000 et que la franchise d'assurance est de 50 000. Il y a des syndicats qui vont dire, mon Dieu, si je réclame à ce moment-là pour le 2 000, attention à l'augmentation des primes d'assurance qui vont nous attendre lors du renouvellement de la police d'assurance. Advenant que le syndicat décide de ne pas réclamer, il ne pourra pas demander plus que 50 000 aux copropriétaires à qui on peut imputer, dans le fond, les dommages, parce que la loi est très claire, on ne peut pas réclamer ce qui a été normalement payé par l'assureur du syndicat. On a fait le choix de ne pas le réclamer, mais à ce moment-là, on ne pourra pas revendiquer du copropriétaire concerné le différentiel. Okay. M. Jellicoeur, l'unité de référence, parce qu'on a parlé de l'assurance du syndicat qui couvre les parties communes et les parties privatives, à l'exception des améliorations apportées à la partie privative. Hein? L'amélioration, ça peut être un tapis remplacé par un plancher en bois franc, un plancher en érable, des armoires de cuisine d'origine qui sont remplacées par des armoires plus haut de gamme.
Et là, c'est intimement lié à l'unité de référence. Et je reviens là-dessus parce que la description de la partie privative, il y a encore des syndicats de copropriétaires qui ne l'ont pas produite. Alors, peut-être leur rappeler qu'il est toujours temps de le faire. D'ailleurs, M. Sellier, le cabinet Tallien Couture GK, on a accompagné des centaines et des centaines de syndicats dans l'exercice. On a une prestation de service très, très, très abordable au niveau de Tallien Couture GK. Justement, que vous avez à l'écran. C'est exactement ça. Merci, M. Sellier. C'est la proposition de service qui est ici, qui vous explique un peu ce qu'on fait. Et vous avez même, si vous cliquez un peu en dessous, là, en mentionnant pour plus de détails qu'on suit de la grille tarifaire, on a même une grille tarifaire qui est très, très raisonnable pour vous accompagner sur le sujet. On parle de 500 $ pour les petites copropriétés, de 750 à 1500 $. Donc, on vous accompagne dans beaucoup de choses. Ouais. Mais revenons, si vous me permettez, à 2 articles clés du Code civil sur cette question-là. On va commencer, dans un premier temps, par l'article 1070 du Code civil du Québec, dans la nouvelle mouture telle qu'elle existe. Voilà. Bon, ici, alors, si vous me permettez, je vais la lire, ça va être quand même un peu plus complet. Alors, tout ce qui est un genre bleu-vert, c'est les modifications qui ont été apportées par le projet de loi 16 et qui traite essentiellement de ce qu'on doit retrouver dans le registre de la copropriété. Donc, évidemment, on va parler des noms et adresses postales des copropriétaires. On va parler également des résolutions qui ont été votées lors des assemblées générales, les procès-verbaux, etc. Donc, il y a quand même une quantité assez importante, comme vous le savez tous, de documents qui doivent être sauvegardés au registre de la copropriété. Le dernier paragraphe de cette nouvelle mouture nous dit « Ce registre contient enfin une description des parties privatives suffisamment précise pour que les améliorations apportées par les copropriétaires soient identifiables. » Alors, une même description peut valoir pour plusieurs parties lorsqu'elle présente les mêmes caractéristiques. Alors, cette disposition-là, vous avez bien fait de le souligner, est en vigueur pour l'ensemble de la copropriété depuis le 13 juin dernier. Alors, on est tenu par la loi de faire une description de l'état des lieux telle qu'elle existait au moment de la mise en copropriété de l'immeuble. Alors, ce n'est pas simple, surtout que ce n'est pas simple parce qu'il faut effectivement être en mesure de distinguer ce qu'est le commun du privatif. Ça prend parfois l'examen des plans cadastraux. Donc, il y a un exercice quand même qui doit être fait de façon rigoureuse. Ça, c'est en vigueur. Ça, depuis le 13 juin, vous deviez, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Les gens vont dire, oui, mais si je ne l'ai pas fait, c'est quoi la conséquence? Aujourd'hui, le 18 novembre 2020, la conséquence, pas trop grande. La seule chose, c'est que ça peut être un souci dans les transactions. J'enseignais encore hier à des courtiers immobiliers. Je suis le formateur pour l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier. Et qu'est-ce que je dis aux courtiers? S'il n'y a pas de description des parties privatives, pas sûr que c'est le bon endroit où acheter. Donc, ça risque d'être un frein au point de vue transactionnel parce que vous créez, somme toute, une insécurité chez les acheteurs. Puis l'autre chose aussi, c'est que l'évaluateur agréé qui doit déterminer la valeur de reconstruction du bâtiment n'a pas forcément le bon guide. Là, pour l'instant, les conséquences, ils sont quand même au rendez-vous, mais en avril prochain, elles vont être encore beaucoup plus importantes. Alors, si vous me permettez, passons à l'article 1073 du Code civil du Québec, dans la version qui va rentrer en vigueur le 15 avril prochain. Bon, le 15 avril prochain, la loi va nous dire ce qui suit. Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances prévoyant une franchise raisonnable contre les risques usuels couvrant de l'immeuble à l'exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie, lorsqu'elles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Oh, voilà, toute une conséquence. C'est-à-dire que le 15 avril prochain, pour les syndicats qui n'auront pas fait l'exercice, vous ouvrez la porte à quelque chose d'extrêmement grave,
c'est-à-dire de devoir assurer l'ensemble de toutes les améliorations qui ont pu être apportées à l'immeuble depuis sa constitution. Et c'est ça qui est grave, parce que les copropriétaires vont vous dire, je n'étais pas en mesure d'identifier les améliorations, donc j'ai présumé que le syndicat assurait la totalité de l'immeuble. Alors, un immeuble qui en vaut peut-être aujourd'hui 10 millions de dollars, avec les améliorations, on va peut-être en valoir 11 millions, parce qu'on va devoir assurer toutes les améliorations qui ont été apportées dans l'immeuble depuis sa construction. Et on peut Tout imaginer, ça, ça va des histoires un peu dramatiques, notamment pour les syndicats qui sont dans l'ignorance, dans la noirceur, qui ne sauront pas qu'ils doivent augmenter la valeur assurable de leur bâtiment. C'est un endroit où on va avoir des contentieux en matière d'assurance et je vous dirais même que certains vont peut-être vouloir mettre en cause la responsabilité civile des administrateurs du syndicat. Ouais. Parce qu'il faut juste bien comprendre, si on résume simplement, l'unité de référence, c'est la description de la partie privative d'origine, des améliorations apportées à la partie privative d'origine. C'est-à-dire que la description de la partie privative, c'est la partie privative d'origine lorsque le promoteur l'a vendu au copropriétaire. Alors, tout ce qui n'est pas équivalent à ce qu'on trouve à l'origine, c'est une amélioration. Et les assureurs voulaient cette unité pour arrêter de payer n'importe quoi, finalement, M. Jelka. Exact. C'est ça. Donc, qui paie quoi maintenant? Qui paie quoi de l'assureur du syndicat ou de l'assureur du copropriétaire? Cette unité de référence va permettre de le savoir. M. Jelka, concernant l'évaluateur agréé, pourriez-vous nous résumer le lien à faire entre cette unité de référence et l'évaluateur agréé? L'unité de référence, c'est qu'une fois qu'on va l'avoir bien décrite, l'évaluateur agréé va avoir les données pour pouvoir permettre d'établir une valeur de reconstruction de l'immeuble. Parce que l'évaluateur agréé, il faut lui dire ce qui était d'origine versus ce qui était amélioré. Et évidemment, lui va juste s'intéresser à ce qui était d'origine. Donc, c'est à partir de cette prémisse-là qu'il va déterminer la valeur de reconstruction du bâtiment. Ça voudrait dire que la valeur de reconstruction se verrait réévaluée à la baisse, finalement? Bien, à la hausse, c'est que s'il n'y a pas, lui, le détail de ce qui était d'origine, il va dire, ben moi, M. Sellier, je dois aller visiter tous les appartements pour vous donner une valeur de reconstruction. Alors, vous allez avoir des factures assez salées d'évaluateurs agréés si vous ne faites pas les calculs. La question qu'une internaute nous pose, M. Jelka, je pense que c'est facile d'y répondre. Est-ce qu'un copropriétaire devrait demander une preuve, exiger non seulement une preuve d'assurance de son locataire, mais que son locataire s'assure dans un premier temps et exiger la preuve d'assurance en vigueur pendant l'année du bail? S'il doit en faire une condition au bail, pour commencer, ouais. Parce qu'on commence par là, effectivement, d'avoir la preuve qu'il soit bien assuré. Ouais. Et là, un internaute nous dit, pourquoi le syndicat doit-il créer un fonds d'auto-assurance égal à la plus haute franchise si l'esprit de la loi de l'article 1074.2 est revenu à son état d'origine? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des sinistres qui ne mettent aucunement en cause la responsabilité des copropriétaires. Vous avez un tuyau qui, malheureusement, au mois de février, à moins 40, va geler, puis dès le dégel, il va dégeler, puis ça va pour 150 000 $ de dommages. Donc ça, effectivement, il n'y a aucunement une mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, même si on est justifié comme syndicat de revendiquer d'un copropriétaire le montant de la franchise, ça ne veut pas dire qu'il va faire un chèque. Il va bien falloir réparer les appartements. Ouais, on ne pourra pas dire aux autres copropriétaires qui ont été sinistrés, on s'excuse, mais M. Sellier, ça ne lui tente pas de payer. Alors, il faut avoir l'argent. On va se retourner contre M. Sellier. M. Sellier, ce n'est pas vous que je vis, c'est votre cousin qui demeure dans un condo, mais vous comprenez, donc c'est une question de trésorerie à ce moment-là. M. Jelka, il nous reste 5 minutes. Le temps file. Très intéressant. Je vous rappelle que vous êtes nous sommes en compagnie de Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété, l'un des artisans de cette grande réforme législative sur la copropriété qui a débouché sur l'adoption des projets de loi 141 sur l'assurance en copropriété, ainsi que l'adoption du projet de loi 16 sur le cadre législatif global de ce concept d'habitation collective. Maître Jolicoeur, je vous repose la question concernant l'unité de référence et l'évaluateur agréé parce que
une internaute me dit, moi aussi, j'ai compris à la baisse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'unité de référence est inexistante, le syndicat devra faire évaluer la valeur de reconstruction en incluant les améliorations aux parties privatives, ce qui impliquerait d'aller voir dans toutes les unités, de demander à tout le monde quelles sont vos améliorations, ce qui est sûrement un beau micmac en perspective, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si le syndicat a son unité, la valeur de reconstruction de l'immeuble, elle n'est pas, sans unité, elle serait revue à la hausse, mais avec l'unité, serait-elle revue à la baisse ou le montant serait le même? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question d'être soit à la hausse, soit à la baisse. Il faut chercher le juste montant, M. Sellier. Ouais. S'il y a une rigueur dans l'administration de la copropriété, on va faire nos unités de référence, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de débat. C'est pour ça qu'on accompagne les syndicats de copropriétaires, parce qu'actuellement, là, on a vu des gens faire une description d'éléments qui étaient des parties communes. C'est pas ça qu'on doit faire, absolument. Les gens ne comprennent pas toujours. Alors, puis il y a toute la question des résolutions, de la documentation juridique autour de cet exercice-là, qui fait en sorte qu'on se doit d'avoir la plus grande rigueur juridique. Ceci dit, la description des parties privatives, on fait ça une fois dans la vie d'une copropriété. En principe, là, c'est la base, c'est une fondation pour mieux le faire de façon adéquate. Puis en terminant, M. Leclerc, c'est important de l'avoir, cette unité, parce que si l'assurance du syndicat ne couvre pas les améliorations advenant que l'unité de référence n'existe pas, le syndicat risque de se retrouver en situation de sous-assurance. Quelles seraient les conséquences de ça, M. Leclerc? Un exemple là, juste concret, là, je fais des chiffres pour faire des chiffres. Disons que le bâtiment qui en valait 10 millions a une valeur de 12 millions parce qu'on n'a pas fait l'exercice, puis ça gonfle la valeur de reconstruction. Et que vous assurez l'immeuble pour 10 millions, puis qu'il y a un sinistre partiel, bien, l'assureur va payer que 20 % en moins de l'indemnité d'assurance qu'il aurait dû payer en raison de l'insuffisance d'assurance. Ouais. Tout ça, là, M. Sellier, c'est une place à débat. Ouais. C'est une place à débat qui ira peut-être au tribunal. Les gens risquent d'engouffrer des sommes importantes en débat juridique, alors que si on a la rigueur, si on respecte l'esprit de la loi, ben, on n'aura pas ces soucis-là. On n'aura pas de soucis. M. Leclerc, ce fut très intéressant comme d'habitude. Merci infiniment pour cet exposé fort instructif. Merci à nos auditeurs d'avoir été là. On vous revient la semaine prochaine, mercredi 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup encore, M. Leclerc. À très bientôt. C'est un plaisir, comme d'habitude. Au revoir. Merci.